Alors, bienvenue à cette première conférence de 3 qu'on va faire durant les mois d'hiver, qui vont traiter d'astronomie. La première ce soir va traiter de la vie des étoiles. Alors, je me présente, Hugues Lacombe. Comme je l'ai dit, je suis un astronome amateur, j'en fais depuis longtemps. Je me suis installé dans Charlevoix pour faire de l'astronomie. Chez nous, j'ai mon petit observatoire et je m'amuse beaucoup. L'été dernier, on a commencé avec les services de loisirs à offrir des soirées d'observation près du Boisé et du Quai. Et quand on a organisé ça l'été dernier, j'ai proposé aux services de loisirs de donner des conférences durant les mois d'hiver. Et je leur ai dit, on peut en faire une par mois, à partir de novembre jusqu'au mois d'avril-mai. Et on m'a dit, wow, un instant. On va commencer par 3, on va voir s'il y a du monde. Et si ça ne marche pas, s'il n'y a personne qui va à vos conférences, on arrête cela. S'il y a une demande, bien, on en fera peut-être plus tard. Alors moi, je tiens à remercier la Ville de Baie-Saint-Paul qui me donne la chance de donner des conférences comme ça et de faire de l'astronomie. Et je tiens à remercier très spécifiquement la bibliothèque qui nous permet d'avoir cette belle salle pour les conférences. Alors, on va commencer. Ça, c'est le territoire qu'on va couvrir ensemble ce soir. Je vais vous expliquer d'abord que sont les étoiles, on va en parler. Ensuite, on va voir comment les étoiles viennent au monde, vivent et meurent. Parce que les étoiles, c'est comme les êtres humains. Les étoiles n'ont pas toujours existé, donc à un moment donné, elles sont venues au monde. Les étoiles ont une vie, une durée qui varie, on va voir ça. Et en fin de course, l'étoile, comme les humains, va mourir. C'est ce qui va arriver à notre Soleil dans plusieurs années, comme on va le voir. Et à la fin, on va terminer avec quelques considérations sur ce qui va arriver à la Terre le jour où le Soleil va s'éteindre. Alors, on va commencer par le début. On va se poser la question, que sont les étoiles? Alors là, je vais éteindre 2 secondes, puis après je vais rallumer pour que vous regardiez un peu la photo ici. Alors, ce que les gens savent des étoiles en général, c'est qu'elles sont plus ou moins brillantes. On regarde dans le ciel et à peu près tout le monde sait qu'il y a des étoiles plus brillantes, d'autres moins brillantes. La plupart nous paraissent blanches. Si vous observez attentivement, vous allez peut-être vous apercevoir que certaines sont un peu bleutées, d'autres un peu rougeâtres, surtout si vous regardez aux jumelles. Aux jumelles, on voit un peu plus davantage la coloration quand il y en a. C'est un peu subtil. Alors, quand on regarde le ciel et les étoiles, si on observe un peu, puis si on vient aux présentations l'été, puis on fait de l'observation, on apprend à reconnaître les constellations. Alors ici, on voit la Grande Ourse, par exemple, qu'à peu près tout le monde connaît. Hein? Alors, à peu près tout le monde connaît 1 ou 2 ou 3 constellations. Au total, il y en a 88. Alors, vous avez de quoi vous exercer. Et enfin, les étoiles, la plupart des gens connaissent aussi la présence de la Voie lactée, cette bande blanchâtre que l'on peut voir dans le ciel et que l'on voit très bien à Baie-Saint-Paul pour peu qu'on s'éloigne un petit peu du centre-ville. Alors, on part de là. Et je prends pour acquis que c'est à peu près là où est tout le monde. Hein? Alors là, maintenant, on va aller dans du un peu plus compliqué. On va se poser la question sur la taille des étoiles. C'est comment gros une étoile?
On va le faire par une série de comparaisons successives. On va commencer par le tableau 1, ici en haut à gauche. Vous voyez 4 boules. Ce sont les 4 petites planètes du système solaire. Elles ne sont pas en ordre de position, elles sont en ordre de taille, de grandeur. La plus petite, c'est Mercure. La deuxième, c'est Mars. La troisième, c'est Vénus. La quatrième, c'est la Terre. Alors, on voit que si on prend les 4 planètes rocheuses les plus proches du Soleil, Vénus et la Terre ont à peu près la même taille. La Terre, légèrement plus grosse. On avance d'un pas, on prend la Terre, et la Terre devient la petite boule ici. Vous voyez la petite boule? Alors, comparé à la Terre, à droite, vous avez les 4 planètes géantes du système solaire, qui ne sont pas des planètes rocheuses, ce sont des planètes gazeuses. Elles sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus éloignées. En ordre, non pas de position, mais en ordre de taille toujours. Après la Terre, on a Neptune, Uranus, Saturne qui est beaucoup plus grosse, et la plus grosse des planètes, Jupiter. Alors ici, on a les 8 planètes du système solaire. Et on voit leur taille et vous voyez, la Terre n'est pas grosse par rapport à Jupiter. On va passer au tableau 3. On va prendre Jupiter ici, la plus grosse des planètes, et Jupiter devient la petite boule ici, à gauche. Maintenant, on va entrer dans le monde des étoiles. Alors, ça, c'est la planète Jupiter. À gauche, la petite étoile ici, elle s'appelle Proxima du Centaure. Elle est intéressante, Proxima du Centaure, parce que c'est notre voisine. Hein? Vous avez tous des voisins et voisines. Dans l'univers, le Soleil, notre Soleil, c'est une étoile. L'étoile la plus rapprochée du Soleil, c'est Proxima du Centaure, qui est une petite étoile, comme ça. Ça, c'est le Soleil. Alors, voyez Jupiter par rapport au Soleil. Le Soleil, qui est une étoile, est pas mal plus gros, mais le Soleil, ce n'est pas la plus petite des étoiles, ce n'est pas la plus grosse des étoiles. À preuve, vous voyez Proxima du Centaure qui est juste ici, et à côté, on voit le Soleil. Proxima du Centaure, l'année dernière, vous vous souvenez peut-être qu'on a annoncé qu'on avait découvert une exoplanète qui tournait autour de Proxima du Centaure. Alors, ça a énervé tout le monde parce qu'on s'est dit, ah, on a peut-être des voisins qui ne sont pas trop loin. On a Proxima du Centaure, une petite étoile. Alors, ce type d'étoile-là, je vais le dire tout de suite, ça va revenir. Ce type d'étoile-là, on les appelle les naines rouges. Alors, Proxima du Centaure, c'est 4,2 années-lumière. Ça veut dire quoi, une année-lumière? Ça veut dire que si on se déplace à la vitesse du Soleil, pas du Soleil, à la vitesse de la lumière, hein? Et la lumière, elle fait quoi? Elle fait 300 000 km dans une seconde. Alors, si vous vous déplacez à 300 000 km par seconde, ça va vous prendre 4 ans pour vous rendre à l'étoile la plus proche. Dans l'univers, même l'univers rapproché, les distances sont très longues. Vous prenez juste, j'arrive la distance du Soleil à la Terre, 150 millions de kilomètres. La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Ça va lui prendre 8 minutes de partir du Soleil et de se rendre à la Terre. Là, on parle de l'étoile la plus proche, alors quand on est rendu au fond de l'univers, on est loin. On va y arriver, mais je vais le dire tout de suite. La question, c'est est-ce que l'étoile est gazeuse? Toutes les étoiles sont gazeuses. On va le voir dans la définition d'une étoile. Alors, on a ici Proxima du Centaure, on a le Soleil. À côté, c'est l'étoile Sirius. Vous voyez, Sirius est beaucoup plus grosse que le Soleil. Sirius est une étoile relativement proche de nous.
Et mis à part certaines planètes qui sont très brillantes, si on regarde juste les étoiles, Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Une étoile qu'on voit l'hiver, elle se lève vers 10 heures présentement, et vers minuit, du côté sud, vous allez voir une étoile très brillante, pas très haute, c'est Sirius. Je continue rapidement, c'est juste pour vous démontrer la taille possible des étoiles. Vous prenez Sirius, qui est plus grosse du Soleil, vous prenez Sirius devient la petite boule ici, et vous voyez qu'il y a d'autres étoiles qui sont encore plus grosses que Sirius. Ici, on a Pollux, c'est-à-dire Pollux, Arcturus, Aldébaran, qui est beaucoup plus... Ça, c'est Sirius. Le Soleil est plus petit que ça. Regardez Aldébaran. Vous prenez cette étoile-là, ça devient ici. Ces étoiles-là sont beaucoup plus grosses encore. Et vous prenez celle-ci, Bételgeuse, dans Orion, qui est immense. Ça, c'est Bételgeuse ici. Ça, c'est vraiment parmi les étoiles les plus grosses. La première chose, donc, qu'il faut retenir quand on parle des étoiles, c'est que les étoiles n'ont pas toutes la même taille. Il y en a des petites, les naines rouges, il y en a des intermédiaires comme le Soleil, et il y en a des énormes, comme les étoiles que vous voyez ici. Il y a des milliards d'étoiles dans le ciel. La très grande majorité des étoiles, ce sont des naines rouges. La grande majorité des étoiles sont plus petites que le Soleil. Les étoiles géantes, les très très grosses, il n'y en a pas beaucoup. Une naine brune, c'est une étoile manquée. On va y revenir. Je vais vous expliquer pourquoi une naine brune, c'est une étoile manquée. Alors, voilà pour ce qui est de la taille des étoiles. Ça va revenir de temps en temps. Alors, la définition d'une étoile. C'est quoi une étoile? Alors, la définition, vous l'avez ici, puis on va retrouver plusieurs des éléments, mais essentiellement, pas essentiellement, toutes les étoiles, ce sont des grosses boules de gaz. Alors, quand tantôt je parlais des planètes rocheuses, je ne parlais pas des étoiles, je parlais des planètes qui tournent autour des étoiles, qui peuvent être soit rocheuses, soit gazeuses. Toutes les étoiles sont faites pareilles. C'est un peu comme tous les humains. Dans les humains, il y en a des plus petits, des plus gros, il y a des hommes, des femmes, mais essentiellement, la race humaine, on est tous pareils. Les étoiles, c'est la même chose. Il y en a des petites, des intermédiaires, des grosses. Toutes les étoiles sont des grosses boules de gaz. Et elles vont avoir ceci de particulier. Et à ce soir, on va faire un peu de chimie et de physique ensemble, mais ça va être très, très simple. Mais essentiellement, ce que fait une étoile va prendre, on va le voir tantôt, de l'hydrogène et elle va transformer l'hydrogène en hélium. L'hydrogène, c'est un gaz très léger, l'élément le plus simple. L'hélium, c'est le deuxième élément plus léger, aussi très simple. Mais dans une étoile, ce qu'on retrouve au centre, au cœur de l'étoile, donc au cœur du Soleil, on a de l'hydrogène qui est transformé en hélium. Et l'étoile, en transformant l'hydrogène en hélium, elle va émettre de l'énergie. Toutes les étoiles font ça. Alors, une étoile, les tailles sont différentes, mais autrement, une étoile, c'est pas compliqué. Grosse boule de gaz, hydrogène transformé en hélium, ça va émettre de l'énergie, on va voir comment. Et l'énergie va sortir de plusieurs façons, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que l'énergie va être émise, entre autres, sous forme de chaleur et de lumière. Et donc, on a le Soleil ici, au centre du Soleil, au centre de l'étoile. L'hydrogène va être transformé en hélium. Il va y avoir une émission d'énergie. L'énergie va partir du centre du Soleil, va se rendre à la surface. Une fois à la surface, va traverser l'espace, va se rendre à la Terre.
Et l'énergie, là, on la voit qui se dirige vers la Terre, mais évidemment, l'énergie qui sort d'une étoile va 360 degrés dans toutes les directions. Et donc, c'est grâce à cette énergie-là qu'on a de la vie sur la Terre. Alors, si on n'avait pas de soleil, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Il n'y aurait pas de Terre non plus. Non, les étoiles n'émettent pas de son. Et en fait, ça c'est intéressant parce que le son, c'est une onde, mais une onde, sauf les ondes électromagnétiques, une onde comme le son a besoin d'un milieu pour se propager. Et donc, quand je dis un milieu, le son qu'on entend se propage à cause de l'air. Si vous sortez hors de l'atmosphère terrestre où il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Une onde électromagnétique, alors c'est une onde comme ça, qui va se propager dans l'espace et qui n'a pas besoin de support. Et l'onde va se propager à la vitesse de la lumière. Donc, l'onde va se propager à 300 000 km/seconde. Les ondes vont être plus ou moins énergétiques. C'est comme si vous poussez quelqu'un. Vous le poussez juste un petit peu, il va se tasser, mais pas trop vite. Si vous le poussez beaucoup, si vous lui donnez beaucoup d'énergie, l'onde va se propager plus vite. Et plus l'onde va se propager plus vite, plus elle va être rapprochée. Et donc, une onde plus rapide va faire ça comme ça. Et quand on regarde une onde, ici, il y a une longueur qu'on peut mesurer. C'est ce qu'on va appeler la longueur d'onde. Alors, une onde qui est plus énergétique, la longueur d'onde ici est plus courte et plus rapprochée. Hein? Et donc, dans toutes les ondes électromagnétiques, on part du plus court, le plus énergétique à un bout, et on se rend moins énergétique à l'autre bout. À ce bout ici, les ondes sont très rapprochées. À l'autre bout, elles sont très éloignées. Alors, je les nomme rapidement, et après ça, on va revenir à nos étoiles. Les ondes les plus énergétiques, vous avez peut-être entendu parler des rayons gamma. Un peu moins énergétiques, les rayons X. Hein? Quand vous allez chez le dentiste et vous avez un rayon X, hein? Le rayon X, c'est une onde qui est relativement énergétique. Elle est très courte. C'est pour ça qu'elle traverse le corps. C'est pour ça qu'on peut prendre une photo d'un... Alors, on approche, on tombe dans l'ultraviolet, on commence à s'allonger un peu, on tombe dans le visible. Alors, tout ce qu'on voit avec nos yeux, hein, ce que nos yeux captent, ce sont une onde électromagnétique d'une certaine longueur d'onde. De l'autre côté, on est dans l'infrarouge. On continue, on est dans les micro-ondes et finalement les ondes radio qui sont les plus longues. Alors, toutes ces ondes-là sont essentiellement pareilles. Ce qui les différencie, c'est le niveau d'énergie, donc la longueur d'onde. Mais avec nos yeux, on est seulement capable de percevoir ce qui est dans le visible. Ce que le soleil nous envoie, la lumière, c'est dans le visible, la chaleur, c'est dans l'infrarouge, juste à côté. On ne peut pas percevoir la chaleur avec nos yeux, on peut la sentir, et on ne peut pas la percevoir avec nos yeux parce que les ondes sont trop longues. Nos yeux ne sont pas bâtis pour voir des ondes si longues. Quand l'énergie est créée ici, hein, on va le voir tantôt, quand l'énergie est créée ici, elle est sous forme de rayons gamma. Donc, on est dans le plus énergétique, au centre, au cœur du Soleil. Le rayon qui est ici, ça va lui prendre à peu près 200 000 ans
pour se rendre d'ici jusqu'à la surface du Soleil. En cours de route, il va perdre de l'énergie. Et donc, en cours de route, s'il perd de l'énergie, quand il va arriver à la surface du Soleil, il va être rendu dans les longueurs d'onde visibles et infrarouges. Mais au départ, c'est un rayon gamma très énergétique. On va voir comment. OK. Alors, toutes les étoiles, c'est pareil. Grosse boule de gaz, on transforme de l'hydrogène en hélium et on va émettre de l'énergie. Comme j'ai dit tantôt, les étoiles, elles naissent, vivent et meurent. Durée de vie limitée. Les étoiles ne sont pas éternelles. Et comme on va le voir, comme elles ont une vie et qu'elles vont mourir, elles sont en perpétuelle transformation. La composition des étoiles. Alors, c'est une boule de gaz, mais c'est quelle sorte de gaz? Essentiellement, ce sont les gaz les plus simples dans l'univers. Les deux gaz les plus simples, l'hydrogène, l'hélium. Alors, ce que vous voyez, deux atomes ici, un atome d'hydrogène, un atome d'hélium. Il n'y a rien de plus simple dans l'univers en termes de structure. Un atome d'hydrogène, il y a juste deux éléments, un proton au centre et un électron qui va tourner alentour. Le proton a une charge positive, l'électron a une charge négative. L'hélium, on va voir tantôt comment c'est créé, légèrement plus compliqué, un peu plus lourd. Dans l'atome d'hélium, on va trouver deux protons qui sont en rouge ici, les deux charges positives. Il y en avait une ici, il y en a deux ici. Deux neutrons qu'il n'y avait pas ici et deux électrons. Donc, deux charges positives, deux charges négatives. En gros, dans les étoiles, on retrouve toujours à peu près la même proportion, la même recette. Une étoile, grosse boule de gaz, dans laquelle on va retrouver de 75 à 80 d'hydrogène, l'élément le plus simple dans l'univers, et on va retrouver de l'hélium de 20 à 25 Il y a quelques petits éléments, des traces, mais en gros, une étoile, c'est pas ça. Une étoile, c'est une grosse boule d'hydrogène et d'hélium. Toutes les étoiles sont comme ça, peu importe leur taille. Mais là, se pose la question, c'est bien beau de dire que toutes les étoiles sont faites d'hydrogène et d'hélium, mais la question qui tue, ça vient d'où? C'est parce que si elles naissent quelque part, puis elles vont être constituées d'hydrogène et d'hélium, il faut bien que ça vienne de quelque part. Alors, ça vient d'où tout ça? Ça vient du Big Bang. Alors, c'est amusant, le Big Bang, le terme lui-même est assez amusant, parce que Big Bang, on pense à une grosse explosion. Mais tantôt, on a dit que dans l'espace, il n'y a pas de son dans l'espace. Alors, quand l'univers a été créé, dans le soi-disant Big Bang, tout ça s'est fait dans le silence absolu. Alors, le Big Bang, c'est le moment où l'univers, dans son ensemble, est né. Et ce soir, la conférence ne porte pas sur le Big Bang, et donc, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Je pourrais dans une autre conférence, mais essentiellement, au Big Bang, le Big Bang va produire deux choses essentiellement. Il va produire de l'hydrogène et de l'hélium. Et donc, l'univers, tout l'univers est composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Pas plus compliqué que ça. Si on prend tout l'univers et on prenait tous les atomes dans l'univers, on aurait 99% des atomes composés d'hydrogène et d'hélium. Alors, quand vous voyez une étoile, faites vos savants. Vous direz à votre voisin, tu vois l'étoile là, elle est composée d'hydrogène et d'hélium. Peu importe l'étoile que vous prenez, vous avez raison. Alors, au Big Bang, on a création d'hydrogène, d'hélium,
un tout petit peu de lithium, pas beaucoup, mais surtout hydrogène, hélium. Après 300 000 ans, l'univers ressemblait à ceci. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le fond cosmologique. C'est la première image que les télescopes et les engins spatiaux ont pu prendre de l'univers tel qu'il existait auparavant. Et on ne peut pas voir l'univers tel qu'il était avant 300 000 ans, parce qu'avant, l'univers était opaque. Et c'est seulement au bout de 300 000 ans que l'univers est devenu transparent. Et à partir de ce moment-là, les photons, les ondes électromagnétiques, ont pu devenir visibles. Ça représente l'univers à ce moment-là. Et ce qu'on remarque, il y a les couleurs sont légèrement différentes. Ce ne sont pas des vraies couleurs, mais les différentes couleurs représentent des différences très minimes de chaleur. Les zones plus rouges sont plus chaudes, les zones plus bleues sont plus froides. Mais là, on parle d'un environnement qui est très, très chaud. On ne parle pas comme l'été et l'hiver, là. On parle de très grande chaleur. Et au début de l'univers, il y avait de très faibles variations de densité. Là, on dirait qu'il y a des bonnes variations, mais en fait, cette image-là, elle est presque complètement unie, très minime. Mais les différences de densité étaient suffisantes pour faire ceci. Alors, les variations de densité vont mener à la création de nuages d'hydrogène et d'hélium. Alors, à partir du moment où le Big Bang va créer de l'hydrogène et de l'hélium, et qu'au départ, après 300 000 ans, il y a des surdensités, c'est-à-dire qu'à des endroits, l'hydrogène est plus concentré, l'hydrogène, l'hélium, le gaz est plus concentré, et là, la force de gravité va faire son travail. La force de gravité, c'est ce qui attire deux masses. Et à partir du moment où à un endroit, il y a un petit peu plus de masse, parce qu'il y a un peu plus de densité, bien, ça va faire une réaction en chaîne. Et là, on va se retrouver dans l'univers relativement jeune avec de gros nuages d'hydrogène et d'hélium. Et plus ils vont se concentrer, on va le voir, à un moment donné, les nuages vont s'effondrer. En s'effondrant par gravité, les nuages vont former des étoiles, on va le voir. Et les étoiles qui vont naître, par gravité encore, vont se rassembler. Ça va former les premières galaxies. Au début de l'univers, personne n'était là, c'est la théorie qui nous dit. Au début de l'univers était un point central d'une chaleur infinie, d'une pression infinie. Quand la chaleur était à ce niveau-là, il ne pouvait pas avoir d'atomes, il ne pouvait pas avoir de protons et il ne pouvait pas avoir d'électrons et donc pas d'atomes parce que la chaleur était trop intense. L'univers, quand elle a été créée, elle s'est mise à gonfler. Puis elle est toujours en expansion. L'univers est toujours en expansion. En prenant de l'expansion, l'univers se refroidit. Et donc, à un moment donné, l'univers qui commence avec, on va l'appeler une soupe, là, très chaude, va se refroidir. Elle va permettre la création de ce qu'on appelle des quarks, qui sont des constituants des protons et des neutrons. Et donc, ça va se refroidir, ça va créer des quarks. Ensuite, ça va créer des protons, des neutrons, des électrons. Et parce que ces choses, c'est très énergétique, ils ne peuvent pas coller ensemble. Et le jour où l'univers se refroidit suffisamment qu'un proton, qui est une charge positive, va capturer un électron, l'électron ne peut plus se promener n'importe où parce qu'il est capturé. Là, on a un atome d'hydrogène. Et c'est à ce moment-là, et ça prend 300 000 ans. Et c'est le jour où l'univers se refroidit suffisamment
pour permettre la création d'un atome que l'univers devient transparent. Les photons qui existaient avant de lumière étaient pris dans la soupe. Hein? Tout bougeait, les photons ne peuvent pas sortir. Le jour où ça se refroidit, les atomes se forment, tout à coup l'univers devient transparent, la lumière jaillit littéralement. Et donc, c'est ça la lumière. Et donc, les premières étoiles vont se former, les étoiles vont s'agglutiner, vont former des galaxies, et ce processus-là va prendre 1 milliard d'années. À titre de comparaison, l'âge de l'univers, c'est de 13,8 milliards d'années. Alors, ça a pris 1 milliard d'années pour arriver non seulement à avoir une première génération d'étoiles, mais pour avoir aussi une première génération de galaxies. OK. Où se créent les étoiles aujourd'hui? Je pose la question parce que, là, je viens de parler de la création des premières étoiles, des premières galaxies, mais ça, c'est il y a 12,8 milliards d'années. Depuis ce temps-là, les premières étoiles sont toutes mortes. Hein? On ne retrouve plus la première génération d'étoiles. Et donc, il y a eu d'autres étoiles qui sont venues par la suite. Et aujourd'hui, dans l'univers, même quand on regarde le ciel, certaines des étoiles que l'on voit sont relativement jeunes, d'autres sont relativement vieilles. Et si on va parler de la naissance des étoiles aujourd'hui, les étoiles ne naissent pas de façon uniforme partout dans l'univers. C'est comme dire le taux de natalité au Canada, c'est de 1,6 ou 7, puis en Afrique, c'est encore 2,4, 5. Donc, il y a des endroits sur Terre où le taux de natalité n'est pas le même. Dans l'univers, c'est la même chose. Il y a des endroits qui sont propices à la création d'étoiles et d'autres qui ne le sont plus. Et on va voir pourquoi. Dans l'univers, on retrouve 2 types de galaxies. Ce genre de galaxie qu'on appelle une galaxie elliptique et ce genre de galaxie qu'on appelle une galaxie spirale. Et ça, c'est un peu la forme d'une ellipse, d'où le nom elliptique. Et ce genre de galaxie a des bras spiraux comme ça. Et si vous remarquez sur la photo, il y a toutes des zones qui sont plus roses un peu. Ça, ce sont des endroits où il se crée beaucoup d'étoiles. Alors, pourquoi ici on a de la création d'étoiles et ici on n'en a pas? Parce que dans les galaxies elliptiques, ce sont de vieilles étoiles que l'on retrouve. Des étoiles en fin de vie. C'est comme un CHSLD, où je vais aboutir moi-même bientôt, là. Hein? Dans ce genre de galaxie-là, il n'y a pas de gaz interstellaire. Je vais revenir sur le gaz interstellaire. Et ce genre de galaxie-là ne produit plus d'étoiles. À l'opposé, dans les galaxies spirales, on retrouve des étoiles plus jeunes, surtout dans les bras, pas nécessairement au centre. On retrouve dans les galaxies spirales, puis on le voit un peu sur l'image, on voit du gaz ici. Hein, il y a du gaz et de la poussière, et les galaxies spirales vont produire des étoiles. Le Soleil est une étoile qui habite une galaxie qu'on appelle la Voie lactée, qu'on peut voir un peu à l'œil nu par la tranche quand on s'éloigne un peu du centre-ville. La Voie lactée, notre galaxie, est une galaxie spirale. Donc, nous, on habite une galaxie où il y a de la création d'étoiles. Vous voyez la différence entre les deux? Pourquoi ici on a des étoiles, pourquoi on n'en a pas? C'est à cause de la présence du gaz interstellaire. C'est dans le gaz interstellaire, c'est là que vont se créer, c'est là que vont naître les étoiles. Alors, c'est quoi la matière interstellaire? Donc, l'univers n'est pas vide. Hein? On parlait tantôt que l'étoile la plus proche de nous est à 4,2 années-lumière, mais l'espace entre les deux, il n'est pas vide. Hein? Il est rempli de matière interstellaire. C'est du gaz et de la poussière.
le gaz, presque 100% du gaz, cette matière-là, et un peu de poussière. Le gaz provient d'où? Hein? Le gaz, ça provient du Big Bang. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces gaz-là? Pas compliqué. Le Big Bang a fait de l'hydrogène et de l'hélium, la matière interstellaire, les pouponnières d'étoiles, c'est encore de l'hydrogène et de l'hélium. C'est pour ça que les étoiles sont toutes pareilles, elles sont faites d'hydrogène et d'hélium. Hein? C'est dans la famille. Alors, le gaz va provenir du Big Bang, essentiellement. La poussière, elle, on va le voir, elle va provenir de la fin de vie des étoiles. La poussière n'a pas été produite dans le Big Bang. Il n'y avait pas de poussière à l'époque. Tout était trop chaud. Ça a commencé par du gaz. Et c'est les grosses étoiles, bien, les étoiles, on va le voir, mais surtout les grosses étoiles, qui, en fin de vie, vont produire de la poussière. Alors, quand on parle de poussière interstellaire, je dois préciser que la poussière, elle est très petite. Vous savez que la fumée de cigarette, elle est composée de poussière. Hein? La poussière de cigarette, ça a l'air d'un gaz, mais ce n'est pas un gaz. Hein? C'est des particules de poussière très petites. La poussière interstellaire est de cet ordre de grandeur-là. On ne parle pas des gros grains de sable, là. Il n'y a pas de tempête de sable. Hein? C'est très petit. Et la matière interstellaire, elle n'est pas de densité égale, parce que c'est des nuages. Alors, il y a des endroits dans l'espace où il y a très peu de matière. L'espace n'est pas vide, mais il y a des endroits où il y en a très, très peu, et des endroits où il y en a plus. C'est comme les nuages sur Terre. Hein? Il y a de la vapeur d'eau. Des fois, il n'y a pas de nuages, il y a de la vapeur d'eau quand même. Mais quand il y a beaucoup de vapeur d'eau, ça forme des nuages. On les voit. Et donc, la densité comme ça va varier. OK. On laisse cela. On a vu tantôt une galaxie spirale, comme la Voie lactée. 10% de la masse, c'est-à-dire que les nuages de matière qui sont entre les étoiles vont représenter, grosso modo, 10% de la masse du disque. Donc, les étoiles forment l'autre 90%. Donc, il y en a de la masse. Quand je dis qu'entre les étoiles, ce n'est pas vide, voilà, il y a beaucoup de masse. La masse va se concentrer, un peu comme les nuages, par gravité. Et quand la concentration est suffisante, elle va devenir visible, c'est-à-dire qu'on peut la voir avec les télescopes. C'est ce qu'on appelle des nébuleuses. Et des nébuleuses, très rapidement, ça, vous voyez des photos sur Internet ou dans des revues, et des nébuleuses qu'on appelle obscures, à réflexion, à émission. Je passe très rapidement. Ça, ce n'est pas un trou dans le ciel. Ça, c'est un nuage de poussière. Derrière le nuage, il y a des étoiles. Mais la poussière va bloquer la lumière des étoiles. Alors nous, quand on observe au télescope, des fois on arrive sur des endroits où il n'y a pas de lumière, ce sont des nuages interstellaires. Il y a d'autres nébuleuses qui sont aussi des nuages, on le voit ici, qu'on appelle à réflexion. Parce que ce que vous voyez ici, dans le fond, c'est une partie d'un très gros nuage. Alors, le nuage ici, en fait, peut être gros comme la salle ici, mais on en voit un petit coin. Pourquoi on voit un petit coin? Parce qu'ici, il y a une étoile qui est devant. Et l'étoile, elle jette de la lumière, et la lumière va illuminer le nuage ici. Enlevez l'étoile ici, le nuage reste là, mais vous ne le voyez plus. Hein? Ce que vous voyez, c'est ça. Si je mets une étoile devant ça ici, vous allez le voir. Alors, la lumière de l'étoile va réfléchir sur la matière, sur le gaz. Donc, on appelle ça une nébuleuse à réflexion. Une nébuleuse à émission, alors là, au sein d'un gros nuage, on va le voir, c'est là que vont naître les étoiles. Quand l'étoile va naître, elle va émettre de l'énergie. C'était dans la définition qu'on a vue de l'étoile. Quand elle va émettre de l'énergie, elle va illuminer le gaz. Alors, le gaz ici est illuminé par l'énergie qui est à l'intérieur du nuage. Ici, c'est illuminé
par une source d'énergie qui est extérieure. OK. La pouponnière, on y arrive. Jusqu'à maintenant, on a vu dans le Big Bang la création des atomes d'hydrogène, très simple, un proton, un électron, et de l'hélium, un petit peu plus gros, 2 électrons, 2 protons, 2 neutrons. Quand les gros nuages interstellaires qui sont remplis d'hydrogène et d'hélium vont commencer à se densifier. Puis ils vont se densifier pour toutes sortes de raisons, en partie par gravité. Mais à un moment donné, à force de se densifier, les atomes vont devenir plus rapprochés les uns des autres. Et ceci va amener 2 atomes d'hydrogène, très simple, hein? Un atome d'hydrogène, un autre atome d'hydrogène. Si la concentration, la densité est assez élevée, les 2 atomes vont se soudre ensemble et on va avoir une molécule. Alors, une molécule, c'est un ensemble d'atomes. Si vous collez 2 atomes d'hydrogène ensemble, vous avez une molécule de gaz hydrogène. Un atome tout seul, ce n'est pas du gaz. Mais vous collez 2 atomes d'hydrogène ensemble, vous avez une molécule d'hydrogène. Et la molécule d'hydrogène, vous voyez les deux protons avec les 2 électrons qui sont partagés. Et là, juste pour que vous compreniez le concept de molécule, ça, c'est ce qu'on appelle du H2. Alors, de l'eau courante, j'ai bu de l'eau tantôt. C'est quoi la formule chimique de l'eau? H2O. Alors, pour avoir de l'eau, qu'est-ce que ça prend? Ça prend ceci, hein? Ça prend une molécule d'hydrogène avec un atome d'oxygène. Alors, si je poursuis le cours de chimie, hein? Vous prenez H2, vous faites une addition, vous ajoutez un atome d'oxygène, vous le collez, vous avez une molécule d'eau. Alors ici, ce que je bois, c'est du H2O. Tout ça est fait de molécules qui ont seulement 3 atomes. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. À votre santé. Maintenant, vous comprenez que le nuage dont on parlait, là, il commence à être un peu plus tassé. Hein? Il n'est pas diffus à l'infini. Il y a des concentrations et plus il devient dense, plus on va avoir la formation de molécules d'hydrogène, donc du gaz. Là, on n'est pas juste sous forme atomique, on a du gaz. Un nuage moléculaire d'hydrogène et d'hélium, ce n'est pas petit. La taille moyenne d'un nuage moléculaire, c'est 40 années-lumière. Tantôt, on parlait de l'étoile la plus rapprochée du Soleil, Proxima du Centaure, 4,2 années-lumière. Un nuage type, on est dans l'ordre de 40 années-lumière. C'est énorme. Un gros nuage. Dans ce nuage-là, il peut y avoir l'équivalent de 50 000 fois la masse du Soleil. Et donc, c'est un nuage qui se promène entre les étoiles, mais quand je disais que l'espace n'est pas vide, hein, c'est de la masse, ça. Avec ce gaz-là, on pourrait faire 50 000 soleils. Donc, on a un gros nuage. À l'intérieur du nuage, il va y avoir des surdensités, des zones où la densité va augmenter. Par gravité essentiellement, il y a d'autres facteurs aussi, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il va y avoir des surdensités. Alors, c'est quoi une surdensité? C'est comme la population. Hein? La densité est un peu moins forte ici qu'à Montréal ou à Québec. Hein? Il y a des endroits où il y en a plus. Ça arrive à l'intérieur du nuage. Et les surdensités vont faire que sur une longue période de temps, le gros nuage, qui est très gros, va se fragmenter en morceaux. Et les morceaux intermédiaires vont se fragmenter en morceaux plus petits.
Et au fur et à mesure que les morceaux vont devenir plus petits, le gaz et la poussière vont littéralement s'effondrer vers le centre par gravité. Et au fur et à mesure que le gaz et la poussière vont aller vers le centre, il va se réchauffer. Et là, au centre, il commence à avoir de la pression, il commence à faire chaud. On veut enlever nos manteaux. Quand la chaleur va être suffisamment chaude, l'étoile va naître. Et donc, les étoiles, elles viennent d'où? Elles viennent de gros nuages moléculaires qui sont dans l'espace entre les étoiles, qui vont se fragmenter en morceaux et qui, par gravité, vont s'effondrer sur eux-mêmes. Et chaque morceau, dépendant de sa taille, va donner naissance à une étoile, ou bien, dans un même morceau, on peut avoir des groupes d'étoiles qui vont naître en même temps. Alors, c'est comme si quelqu'un avait des jumeaux ou des triplés. Dans le cas des étoiles, ça peut être des milliers. Alors, des fois, il y a des grosses familles. On va en voir deux. Alors, le nuage qui va s'effondrer, le nuage qui est composé d'hydrogène et d'hélium, en s'effondrant, il peut former un amas ouvert qui peut compter quelques dizaines ou milliers d'étoiles. À gauche, ici, vous avez un groupe qu'on peut voir à l'œil nu, les Pléiades, dans la constellation du Taureau. Petit groupement d'étoiles, très joli, surtout si vous prenez des jumelles. Les Pléiades, c'est un amas ouvert. Toutes les étoiles des Pléiades sont nées des mêmes parents, ou du même parent, du même morceau du nuage qui s'est effondré. Et à l'intérieur d'un même nuage, qui s'est comme subdivisé en petits morceaux, il a donné naissance à plusieurs étoiles qui étaient toutes rapprochées les unes des autres. Elles vont naître en même temps. Les étoiles dans un amas ouvert ont le même âge. Ça peut être comme ceci aussi. Il peut y avoir 1 millier d'étoiles qui vont naître en même temps. Mais ces étoiles-là, dans les amas ouverts, qui vont naître en même temps, elles ne sont pas liées les unes aux autres. Et donc, avec le temps, elles vont se disperser dans l'espace. On peut aussi avoir des étoiles doubles ou multiples. Alors là, on parle d'étoiles. Ici, on a Albireo. Ceux qui ont fait de l'observation cet été ont vu Albireo, une étoile double, une qui est plus jaune, une qui est plus bleue. C'est une étoile double, ça veut dire quoi? Elles sont nées d'un même nuage en même temps, mais elles sont liées par gravité. Ça veut dire que ces deux étoiles-là ne peuvent pas s'échapper l'une de l'autre. Elles vont vivre toute leur vie ensemble. C'est comme si c'était des jumeaux qui étaient nés dans une maison, mais on leur dit « vous ne sortez pas de la maison. Vous allez passer toute votre vie ensemble. » Ou si vous sortez, vous amenez votre frère ou votre sœur. Hein? Et il y a aussi des étoiles simples. Alors, notre Soleil, c'est une étoile simple. Quand on regarde l'ensemble des étoiles, la moitié, plus ou moins, des étoiles sont des étoiles simples et l'autre moitié sont des étoiles doubles ou multiples. Alors, on aurait pu avoir deux soleils parce que la moitié des étoiles sont doubles ou multiples. Alors, ça aurait été peut-être amusant. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais les étoiles, donc, elles viennent de toutes sortes. On a vu au début de la présentation qu'il y avait les tailles étaient très différentes, mais leur situation familiale est aussi différente. Il y a des célibataires, il y a des jumeaux, et il y a des grosses familles qui ne se lâchent jamais. On est presque arrivé à la création de l'étoile et on approche de la naine brune, parce que je sais que vous n'avez pas oublié votre question. Hein? Alors, on a notre gros nuage. Et le gros nuage qui est ici va se morceler. Et en se morcelant, le gaz de la poussière va tomber vers le centre. En tombant vers le centre,
la pression va augmenter, la chaleur va augmenter. Et là, parce qu'il y a beaucoup de chaleur, ce qui va devenir une étoile qu'on appelle la protoétoile, qui n'est pas encore une étoile. Parce que c'est quoi une étoile? Hein? C'est une boule de gaz, hydrogène-hélium, mais c'est une boule de gaz qui va transformer l'hydrogène en hélium. La protoétoile, elle ne fait pas ça encore. Elle n'est pas capable, elle n'est pas assez chaude. Mais quand même, ça chauffe et la protoétoile va devenir brillante parce que la chaleur va créer de la luminosité. Et ça ne va pas durer, mais elle va devenir brillante et autour de l'étoile va se former un disque de gaz et de poussière. Et c'est à l'intérieur de ce disque de gaz et de poussière-là qu'on va retrouver éventuellement des planètes, des astéroïdes, des comètes. Notre système solaire est né du disque qui entourait le Soleil quand le Soleil est né. Parce que quand le nuage va s'effondrer, le nuage, lui, c'est comme une boule. En s'effondrant, il y a plusieurs choses qui arrivent. Un, la concentration va se faire au centre, mais alors qu'au centre, ça commence vraiment à chauffer, la matière continue à tomber. Et la matière, le nuage qui était dans l'espace au départ, lui, il n'était pas immobile là à attendre. Il n'y a rien d'immobile dans l'univers. Tout est en mouvement perpétuel. Et donc le gaz, le nuage, lui, il bougeait. Et tout à coup, il va commencer à tomber. Mais en tombant, il va devenir concentré. Mais qu'est-ce qui arrive à son mouvement? Son mouvement va faire que plus il va devenir plus petit, plus il va tourner vite. Et plus il va tourner vite, plus il va avoir tendance à s'aplatir. Et c'est pour ça que, vous savez, quand on regarde ce qu'on appelait jadis le patin de fantaisie, hein, le patin artistique, on voit, surtout chez les filles, moins souvent chez les hommes, mais les filles, tout à coup, vont, je ne sais pas comment ce qu'elles font, c'est un mystère pour moi. Je peux vous expliquer l'univers, mais je ne peux pas vous expliquer ça. Les filles vont tourner très, 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 très rapidement parce qu'elles sont serrées comme ça sur elles. Hein? Et pour se ralentir, elles vont ouvrir les bras. Mais pour aller vite, elles resserrent les bras. Et le nuage qui va s'effondrer, qui a déjà un mouvement, parce qu'il devient plus petit, il va faire comme la patineuse, il va tourner plus vite. Donc, en tombant, il va avoir une rotation, et la rotation va faire que l'étoile elle-même va avoir une rotation induite, et que le gaz et la poussière qui va s'aplatir en un disque va aussi avoir un mouvement de rotation. Ça va aller plus vite maintenant. On va parler de la naissance de l'étoile. Ça dépend, alors, ça va dépendre de la masse. De qu'est-ce que je parle quand on parle de la masse? On va parler de la masse du Soleil d'aujourd'hui. On va parler d'une masse solaire, puis on va comparer les étoiles. Une étoile, pour qu'elle puisse être assez chaude pour transformer de l'hydrogène en hélium, elle doit avoir au minimum 8 % de la masse du Soleil. Alors, toutes les étoiles dans le ciel, leur masse va varier entre 8, ça, M, ça c'est le Soleil. Toutes les étoiles vont varier entre 8 % de la masse du Soleil jusqu'à 100 fois la masse du Soleil. Donc, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus petites que le Soleil, des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que le Soleil. À partir de 8 % de la masse actuelle du Soleil, on atteint des pressions et une température au centre de l'étoile suffisante pour faire la fusion d'hydrogène en hélium. Et lorsqu'on a la fusion d'hydrogène, on a la production d'énergie, chaleur, lumière, etc. Et là, l'étoile est née. Alors, l'étoile vient au monde quand elle est capable de transformer de l'hydrogène en hélium. Quand on a un petit bébé, c'est important quand il est capable de se lever debout puis commencer à marcher. Hein? Avec une étoile puis une protoétoile, c'est à partir du moment où on atteint 8 % de la masse du Soleil, bingo, on a une étoile.
qu'est-ce qui arrive si dans le morceau de gaz qui s'effondre, on n'a pas 8 de la masse du Soleil, on a une naine brune. Alors, qu'est-ce que c'est une naine brune? Une naine brune, c'est une protoétoile, c'est un gaz qui est effondré, comme toutes les autres composés d'hydrogène et d'hélium, mais il n'y a pas suffisamment de masse pour générer de la chaleur suffisante pour enclencher la fusion nucléaire. Et donc, elle va tenter de devenir une étoile, mais elle n'est pas capable de produire assez de chaleur. Et donc, tranquillement, au fil des années, l'étoile, la naine brune, va se refroidir tranquillement. On a vu la naissance d'une étoile, on a vu comment ça s'allume, avec la pression, la fusion, transformation d'hydrogène en hélium, excès d'énergie, voilà. Mais là, l'étoile va vivre. Dans le cas du Soleil, une étoile comme le Soleil, ça va lui prendre à peu près 1 million d'années à partir du moment où le nuage va s'effondrer jusqu'à ce que l'étoile s'allume. Mais le Soleil, aujourd'hui, est vieux de 4,6 milliards d'années. Et donc, ça fait longtemps qu'il en brûle, qui transforme de l'hydrogène en hélium. Puis il va faire ça pour un autre 4-5 milliards d'années encore. Alors, qu'est-ce qui se passe durant la vie de l'étoile? C'est pas compliqué, il ne se passe pas grand-chose. Nous, notre vie, il se passe beaucoup de choses dans notre environnement personnel, etc. Mais essentiellement, sur le plan biologique, qu'est-ce qui se passe durant notre vie? On respire. Si on cesse de respirer, on meurt. Et donc, on va passer 80, 90, des fois 100 ans de notre vie, on respire, on n'arrête pas. Une étoile fait la même chose en transformant de l'hydrogène en hélium. Une étoile comme le Soleil va vivre 10 milliards d'années. Et qu'est-ce que l'étoile fait durant tout ce temps-là? Elle va transformer l'hydrogène en hélium. Ça n'arrête jamais. Mais elle va tranquillement se transformer. Alors, les étoiles vont transformer de l'hydrogène en hélium et les étoiles vont être en équilibre tout le long de leur vie. Grosso modo, en équilibre. Ça veut dire quoi? À l'intérieur de l'étoile, parce que le nuage s'effondre au début quand elle naît, tout ça tombe vers le centre par gravité. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Pourquoi ça ne continue pas? Pourquoi ça ne descend pas jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien ou juste un point? C'est parce que lorsque l'étoile va s'allumer, lorsque la transformation d'hydrogène en hélium va partir, il va y avoir de l'énergie. L'énergie, elle veut sortir du Soleil. Le gaz veut tomber vers le centre, l'énergie va la repousser. Et donc, au sein de toutes les étoiles, durant leur vie adulte, on est dans la situation ici. Le gaz veut tomber par gravité. Le gaz, lui, veut aller vers le centre. Le centre, lui, le cœur de l'étoile, il produit l'énergie, il pousse vers l'extérieur. Et dans toutes les étoiles, il y a un équilibre entre la pression gravitationnelle qui veut aller vers le centre et la pression de la radiation qui, lui, veut pousser vers l'extérieur. Donc, deux forces en sens opposé qui s'annulent. Mais l'équilibre entre ces deux forces-là, à la fin, ça va se briser. C'est là que les troubles vont commencer. Et la vieillesse des étoiles, quand elles vont mourir, dans la plupart des... je ne devrais pas dire ça. Souvent, ça va barder. On va le voir. OK. Donc, c'est ça, en gros, la vie des étoiles. La durée de vie, j'en ai parlé brièvement, je vais passer là-dessus rapidement. J'ai dit que les étoiles n'avaient pas toutes la même durée de vie, ça dépend de leur masse. Les grosses vont brûler rapidement et avec éclat et mourir jeunes. Il y en a très peu. Donc, les très grosses étoiles, il n'y en a pas beaucoup. Mais ces étoiles-là, parce qu'elles sont très, très grosses, la pression et la température au centre très, très élevées. Alors, c'est comme un feu de camp. Si vous allumez un feu de camp et vous jetez des bûches dedans, du beau bois sec, ça va brûler.
Hein? Il va y avoir beaucoup de chaleur, mais ça va brûler vite. Et au bout de 15 minutes, la bûche qui brûlait fort, là, tout à coup, elle commence à se calmer pas mal. Puis à la fin de la veillée, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des braises. Ça brûle encore, mais la braise, elle ne brûle pas vite. Elle va être là pendant des heures. Mais le bois sec que vous avez mis dessus, lui, il a brûlé vite. Les grosses étoiles, c'est les bûches que vous mettez dans le bûcher. Les naines rouges, c'est la braise. Hein? Elle va brûler lentement, longtemps. Les grosses étoiles, la grosse bûche, elle est bien belle, mais elle va brûler vite. Elle va disparaître. Alors, les petites vont brûler lentement, durer longtemps. Il y en a beaucoup. La grande majorité des étoiles dans l'univers, des petites naines rouges. Je ne sais pas si vous avez entendu une nouvelle aujourd'hui. On vient d'annoncer une grosse nouvelle importante en astronomie. On vient de découvrir une deuxième exoplanète autour d'une étoile qui est seulement à 11 années-lumière. Alors, il y a Proxima du Centaure, on a vu tantôt, une exoplanète qui tourne alentour. Et là, on vient de découvrir une autre exoplanète de la taille de la Terre à peu près, à 11 années-lumière d'ici. Et les conditions sont plus favorables à la vie. On ne sait pas s'il y en a, mais c'est plus favorable que ce qui tourne autour de Proxima du Centaure. Et l'étoile autour de laquelle on a découvert une exoplanète, c'est une naine rouge, une petite étoile, qui est en fin de vie, mais elle va être là pour longtemps. Hein? Alors, le Soleil, lui, est une étoile moyenne. Durée de vie, 10 milliards d'années. Rapidement, c'est quoi le graphique ici? Ça résume masse et durée de vie. En bas ici, vous avez la masse d'une étoile. On part de 0, 1 qui est la masse du Soleil, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois la masse du Soleil. Ça, c'est la durée de vie en milliards d'années. Alors, une étoile avec une masse solaire, comme le Soleil, sa durée de vie, 10 milliards d'années. Plus l'étoile est massive, très rapidement, l'étoile, sa durée de vie va être beaucoup plus courte. Déjà, quand vous êtes à 2 fois la masse du Soleil, sa durée de vie est à peu près 3 milliards d'années. Quand vous êtes rendu à 4 fois, 5 fois la masse du Soleil, vous êtes rendu à 300 millions, 400 millions d'années avant que l'étoile finisse par mourir. À l'inverse, la courbe ici a continué de monter. Les étoiles qui sont moins massives que le Soleil, les étoiles, les naines rouges, alors elles peuvent vivre 100, 200 milliards d'années. Et donc, les étoiles rouges, les naines rouges, il y en a en quantité astronomique, elles sont là pour longtemps. Les grosses étoiles très massives sont là pour peu de temps. Alors, les grosses, 1 à 200 millions d'années, le Soleil, 10 milliards d'années, les étoiles naines, 100, 200 milliards d'années. L'âge actuel de l'univers, 13,8 milliards. Et donc, le Soleil, il y a 4,6 milliards d'années présentement. Donc, le Soleil n'est pas né avec l'univers. Hein? L'univers était là pendant 5 milliards d'années, il n'y avait pas de Soleil. Tout à coup, il y a un nuage qui s'est effondré, le Soleil est né. Alors, ça, c'est le tableau que je voulais vous montrer et je vais passer rapidement. Mais à partir du moment où l'étoile va naître, alors j'explique d'abord en bas. À gauche, ça, c'est les chaleurs. Les étoiles très chaudes à gauche, les étoiles plus froides à droite, intermédiaires au centre. Le Soleil est ici, est intermédiaire. À droite, puis plus on descend, en bas, c'est moins massif. En haut, c'est plus massif. Pendant la vie adulte d'une étoile, l'étoile, durant sa vie adulte, elle est ici. Si l'étoile naît une naine rouge, elle va passer toute sa vie ici en bas. Ça veut dire quoi? Quand elle est dans la bande ici, qu'on appelle la séquence principale, l'étoile va essentiellement transformer de l'hydrogène en hélium. C'est ce qu'elle fait durant sa vie, elle va rester là toute sa vie. Le Soleil qui est ici va rester là toute sa vie. Et sur la séquence principale, il est en train de transformer l'hydrogène en hélium.
Les grosses étoiles qui sont ici sur la séquence principale vont rester là le temps de leur vie. C'est le temps où elles transforment de l'hydrogène en hélium. La grosse différence, on l'a vu, masse, durée de vie, c'est qu'ici, les naines rouges vont rester là 100 milliards d'années. Le Soleil va être là 10 milliards d'années. Eux autres, s'ils sont chanceuses, vont se rendre à 1 milliard d'années seulement. Après, en fin de vie, les étoiles vont quitter la bande ici et vont devenir soit des géantes rouges, des supergéantes rouges, des supergéantes bleues, ou à la fin des naines blanches. On va voir ça. Mais je voulais juste vous montrer ça. Il y a toutes sortes de choses là-dessus, mais en gros, une étoile vit ici et meurt ici, puis elle meurt là. Qu'est-ce qui va arriver à notre Soleil au cours des 4-5 milliards d'années qui lui restent de vie? Pas grand-chose, mais quand même, il va se transformer un peu. Ça, c'est le Soleil aujourd'hui. Ça, c'est l'âge. Alors ici, on est à peu près à 4,6 milliards d'années et le Soleil va vivre à peu près jusqu'ici 10 milliards d'années. La ligne bleue, c'est le diamètre du Soleil. La ligne rouge, c'est sa luminosité, la quantité de lumière qu'il donne, donc la quantité d'énergie qui est produite. Quand le Soleil est né, à sa naissance, il sortait de la pouponnière. Il ne mesurait pas encore 6 pieds 2. Hein? Il mesurait 3 pieds, à peine, à talons hauts. Quand le Soleil est né, il était à peu près à 90 % de son diamètre actuel. Il était plus petit. Et il était moins brillant. Il était à peu près 70 % de sa luminosité actuelle. Aujourd'hui, on est là. On ajoute 1 milliard d'années. On est à peu près ici. Dans 1 milliard d'années, le Soleil va être un peu plus gros, un peu plus lumineux. Et plus les années vont passer jusqu'au moment où on arrive ici, 10 milliards d'années en fin de vie, le Soleil va être pas mal plus gros, pas mal plus lumineux. Et après, les choses vont se gâter. Mais tout ça pour dire qu'une étoile, même si durant sa période sur la séquence principale, où elle ne fait que transformer de l'hydrogène en hélium, quand même, les eaux vont commencer à lui faire mal avec les années. La fin de vie. Alors, la présentation est presque finie. Je suis rendu à 4. Ce ne sera pas long, puis 5, ça va durer 30 secondes. Alors, les étoiles en fin de vie, ça dépend de la masse. Et le destin de l'étoile en fin de vie va dépendre de sa masse au départ. On avait les étoiles peu massives, les naines rouges, une fin tranquille, sans histoire. Pépère va vivre jusqu'à 150 ans. Ne dérangera personne. Une étoile moyenne, comme le Soleil, une fin un peu tumultueuse. Il va atteindre 80 ans, puis il ne voudra pas mourir. Il va dire, on va brasser la cage un peu, c'est pas vrai que je vais mourir comme Pépère qui est à 150 ans. Les étoiles massives vont avoir une fin catastrophique. Les étoiles massives, c'est comme les ados qui prennent un coup, qui se droguent, mènent l'auto à 140 000 à l'heure, puis à 25 ans sont morts. Ça paraît quand ils vivent, ils brassent la soupe, mais c'est des fins catastrophiques. Alors, on voit ça rapidement maintenant, les 3 scénarios, et en particulier celui du Soleil, qui est une étoile intermédiaire. Ça, c'est facile. Les naines rouges transforment hydrogène en hélium pendant très longtemps. Ils vont faire ça tranquillement jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne sont pas assez chaudes pour fusionner l'hélium. Alors là, j'introduis un autre concept qui va revenir pour les autres étoiles. C'est que une étoile, toutes les étoiles vont commencer par transformer de l'hydrogène en hélium. Mais si vous ajoutez de la masse, à un moment donné, la pression, la chaleur au centre va augmenter suffisamment pour que même les noyaux d'hélium
se fusionnent. Et là, ça va avoir d'autres conséquences. Pour l'instant, je vais y revenir. Mais tout ça pour dire que dans le cas des étoiles naines, alors, les naines brunes, les étoiles manquées, hein, ils prenaient de l'hydrogène, ils arrivaient à coller deux noyaux d'hydrogène, ils formaient du deutérium, mais il n'y avait pas assez d'énergie pour fusionner puis produire de l'hélium. Ça s'arrêtait là. C'est ce qui arrive. Alors, la naine rouge, elle va produire l'hélium, mais elle n'ira pas plus loin. Et donc, au fil du temps, la fournaise va finir par se refroidir tranquillement. Très lentement et théoriquement, parce que toutes les étoiles naines qui vont vivre 100 milliards, 200 milliards d'années, alors que l'univers a seulement 13,8 milliards d'années, il n'y a pas une seule étoile naine qui est morte encore. Mais théoriquement, elles vont se refroidir et vont s'éteindre, vont devenir une naine noire en théorie. Alors que toutes les étoiles avant arrivaient en forçant à produire du carbone, puis en forçant un peu plus à produire de l'oxygène, on est encore avec des éléments relativement simples. Pour se rendre jusqu'au fer, ça prend les étoiles supermassives. Vous tous ici, vous avez du fer dans le sang. S'il n'y avait pas eu d'étoiles massives dans l'univers, il n'y aurait pas eu de création de fer, on n'aurait pas de fer dans le sang. Et on va voir à la toute fin comment tout ça se transfère. Mais vous voyez la progression, hein? On part du Big Bang où on produit les éléments les plus légers. Big Bang, ce n'est pas faire autre chose que de l'hydrogène et de l'hélium. Et plus on va avoir des étoiles massives, plus l'univers va se complexifier et plus l'univers va réussir à produire des éléments plus lourds qui éventuellement vont permettre à un endroit comme la Terre, dans des conditions favorables, à produire de la vie avec des composés complexes. Mais vous avez entendu l'expression « on est tous de la poussière d'étoiles », c'est de là qu'on vient. Alors, maintenant, je termine avec les étoiles massives. Alors, les étoiles massives, c'est 8 fois la masse du Soleil jusqu'à un maximum de 100-120 fois la masse du Soleil. Au-delà de cette masse-là, l'étoile, c'est même pas une étoile, mais le nuage est instable, n'arrive pas à vraiment former une étoile. Mais les plus grosses étoiles atteignent 100, 125, 130 fois la masse du Soleil. Alors là, on est à des températures de 1,5 milliard de degrés au centre de ces étoiles-là, suffisamment chaud pour fusionner l'oxygène en silicium et en soufre. Quand on atteint 3 milliards de degrés, c'est suffisamment chaud pour fusionner le silicium en fer. Et là, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ce soir, on ne peut pas fusionner le fer. Alors là, l'étoile va avoir un gros problème. Parce que c'est notre étoile. On est au cœur de l'étoile qui produit de l'énergie. Et l'étoile a besoin de produire de l'énergie pour ne pas s'effondrer sur elle-même. Parce que si la pression radiative diminue, la force de gravité va gagner. Et dans les étoiles massives, qui ne vivent pas longtemps, hein, c'est une grosse bûche dans le budget, ça brûle vite. Et donc l'étoile va rapidement passer d'une étape à l'autre. Au début de sa vie, comme tout le monde, elle va brûler l'hydrogène, elle va transformer l'hydrogène en hélium. Mais elle ne fera pas ça pendant 10 milliards d'années comme le Soleil. Rapidement, elle va passer à l'étape suivante, et à l'étape suivante, et à l'étape suivante. Et rendue au bout de 300 millions d'années, elle est rendue ici. Elle est en train de fusionner du silicium en fer. Et là, tout à coup, la fournaise bloque. Parce que pour maintenir la pression, et c'est des étoiles géantes, là, il y en a de la masse, là, on parle de 100 fois la masse du Soleil. Alors, il y en a de la masse qui veut tomber au centre. Puis le cœur, lui, il fait de la radiation, puis il essaie de retenir toute cette masse-là. Mais là, le fer ne veut pas se fusionner.
et le cœur de l'étoile va perdre la bataille. Et en une fraction de seconde, le cœur de l'étoile va s'effondrer sur lui-même. Pas l'étoile, parce que c'est gros, là. On parle d'une supergéante. Mais le cœur, c'est gros comme la Terre. Hein? On a vu une naine blanche, là. Le cœur de l'étoile, c'est à peu près gros comme la Terre. Ce cœur-là, en une fraction de seconde, va s'effondrer sur lui-même. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? Puis on a des atomes, mais c'est très chaud, donc on a des noyaux, et dans les noyaux, on a des protons et des neutrons. Et quand le cœur va s'effondrer, la pression va être tellement forte que les protons dans le noyau des atomes vont se transformer en neutrons. Et à la fin du processus, il n'y a plus de protons, il y a seulement des neutrons. Et c'est ce qu'on va appeler une étoile à neutrons. Et si la pression est encore plus forte, même les neutrons en haut, les neutrons entre eux vont se fusionner et on va avoir la formation d'un trou noir. Et donc, la fin d'une étoile massive, pour ce qui est du cœur, le cœur va s'effondrer sur lui-même, va former soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, mais dans le processus, il va regimber un peu, parce que ça prend une grosse force pour transformer les protons en neutrons. Et le cœur, lui, il va comme rebondir. S'il est assez fort, il va rebondir. En fait, toutes les étoiles massives, quand le cœur s'effondre, il y a un mouvement de rebond et ça va envoyer une onde de choc très puissante à travers l'étoile. Et l'onde de choc qui va traverser l'étoile va créer une supernova. L'étoile va éclater. Et ça, seulement les étoiles massives peuvent faire ça. Une étoile comme le Soleil ne peut pas faire ça. Ça, c'est une nova, une supernova. La dernière qu'on a vue relativement proche de nous, en 1987, dans le Grand Nuage de Magellan, qui est une petite galaxie naine qui tourne autour de la Voie lactée. Ça, c'est l'étoile avant l'explosion. Ça, c'est l'étoile quand elle a explosé. Et donc, une supernova va faire deux choses. Un, elle va fracasser l'étoile, qui va se répandre dans toutes les directions. Et le cœur, lui, au lieu de gentiment faire une naine blanche, va ou bien devenir une étoile à neutrons ou un trou noir. Le cœur, ça, c'est la même chose qu'on voit ici, sauf ceci, c'est le cœur ici. Et le cœur, on ne le voit pas encore. On ne sait pas si c'est une étoile à neutrons ou un trou noir, parce qu'il est encore caché. Mais le noyau, l'onde de choc, donc le gaz va s'éparpiller, et en s'éparpillant, l'onde de choc va se déplacer dans l'espace. Elle va rencontrer d'autres gaz parce que les couches de gaz ne se répandent pas à la même vitesse, et ça va créer des chocs, et ça donne ce genre de truc-là. Donc, c'est assez joli, mais c'est en étudiant comment la supernova va se comporter dans les années qui suivent que on va voir comment ça se termine. On a la création d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir, et l'étoile, ce qui était au centre, va ensemencer l'espace interstellaire. Alors, tous les éléments plus lourds, le carbone, l'oxygène, le néon, le magnésium, le silicium, qui est de la roche, le soufre, le fer, tout ça va se projeter dans l'espace et la violence de l'explosion va faire en sorte que d'autres éléments lourds vont se créer. Des éléments comme le nickel, le cobalt, vont se former seulement lors de l'explosion d'une supernova. Et on vient d'apprendre, alors ça c'est récent, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais quand en théorie on étudiait ce qui se passait avec les supernovas, on pouvait comprendre la formation d'éléments comme le nickel et le cobalt,
mais on n'arrivait pas à créer de l'or. On se disait, oui, mais de l'or, c'est où dans l'univers, là? Et récemment, depuis l'année dernière, on commence à étudier les ondes gravitationnelles qui sont émises quand deux trous noirs vont se fusionner ou quand deux étoiles à neutrons vont se fusionner. L'année dernière, on a vu les 3 premières fusions de trous noirs. Les physiciens ont étudié la chose, mais la dernière qu'on a vue, c'est la fusion de 2 étoiles à neutrons. Et l'étude de cette fusion-là, les ondes gravitationnelles ont permis de déceler la production de l'or. Alors, on vient de découvrir comment se forme l'or dans l'univers. Je résume ce que je vous ai raconté depuis 2 heures, puis je résume ça en 1 minute. On part d'ici, on part du Big Bang, on produit de l'hydrogène et de l'hélium. On va avoir des nuages interstellaires qui vont former des nuages moléculaires. Les nuages moléculaires vont se fractionner. Il va y avoir des concentrations, des surdensités qui vont former des nuages. Si la densité du fragment est d'au moins 8 fois la masse du Soleil, on va avoir une naine brune. C'est-à-dire si on a moins que 8 % de la masse du Soleil, on a une étoile manquée. Une naine brune qui ne produira jamais d'hélium. Si on a un minimum de 8 % de la masse du Soleil jusqu'à peu près 80 % de la masse du Soleil, on va avoir une naine rouge qui, elle, va être capable de fusionner l'hydrogène en hélium. Si on a plus que 80 % de la masse du Soleil, jusqu'à 8 fois la masse du Soleil, donc comme notre Soleil, on va fusionner l'hydrogène en hélium. En fin de vie, alors la naine rouge va mourir tranquillement, va se refroidir, une mort tranquille. Le Soleil, les étoiles de cette grosseur-là, fin de vie, deviennent une géante rouge, deviennent une nébuleuse planétaire. Le cœur va finir une naine blanche. Mais dans la nébuleuse planétaire, n'oubliez pas qu'ici, on a produit du carbone et de l'oxygène. Et donc, dans le nuage ici qui va se dissiper dans l'espace, on a de l'hydrogène, on a de l'hélium, mais on a aussi du carbone et de l'oxygène. Et ça va retourner dans l'espace interstellaire. Les étoiles massives que l'on vient de voir, minimum 8 fois la masse du Soleil jusqu'à 100, vie très courte, mais catastrophique à la fin. Super géante rouge, explosion, tout le matériel va être dissipé dans l'espace. Le matériel, comme le matériel ici, va être retourné à l'espace interstellaire. Et donc, sauf qu'ici, on n'a pas seulement de l'hydrogène, de l'hélium, du carbone, de l'oxygène, on a du néon, du magnésium, du silicium, on a du nickel, on a du cobalt, on a du fer, on a toute une bouillie de choses là-dedans. Et la supernova va finir, dépendant de la grosseur du noyau, va faire soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et le nuage interstellaire, rappelez-vous au tout début, quand je vous ai expliqué le nuage interstellaire, je vous ai dit le nuage composé 99 % de gaz, plus ou moins 1 % de poussière. Le gaz, maintenant, vous savez d'où il provient, et la poussière, vous savez d'où il provient. Mais la prochaine génération d'étoiles, quand ce nuage-là va se fractionner et la boucle, le cycle de vie des étoiles va reprendre, les nouvelles étoiles qui vont se former vont être 75-80 % hydrogène, 20-25 % hélium, mais il va y avoir des traces d'éléments lourds. Et dans le disque de gaz et de poussière qui va se former autour de la proto-étoile, qui va former les planètes comme la Terre, et Mars, et Jupiter et toutes les autres, il va retrouver dans le nuage beaucoup de gaz et de la poussière.
Et comme le système solaire, quand l'étoile s'allume, les régions proches de l'étoile sont plus chaudes, le gaz va s'évaporer, il va rester surtout de la poussière qui va s'agglutiner, qui va finir par former des planètes. Le gaz plus éloigné va être plus froid et il va aussi s'agglutiner, va former les planètes géantes comme Jupiter et Saturne, etc. Ainsi va la vie et la mort des étoiles. Et le dernier 30 secondes, c'est qu'est-ce qui arrive avec la Terre dans tout ça à la fin de vie du Soleil. Dans 1 milliard d'années, plus ou moins 100 millions d'années, on ne sera pas là pour le savoir, la Terre va être devenue beaucoup trop chaude pour être habitée. Les océans vont être évaporés, il y aura vraiment... La vie sur Terre ne va pas durer 1 milliard d'années. Dans 1 milliard d'années, il n'y aura plus d'eau sur la Terre, il n'y aura plus d'océan, la Terre va être complètement asséchée. Par la suite, le Soleil qui devient une géante rouge, plus lumineuse, grossit. La Terre va devenir comme Vénus, température de surface. Aujourd'hui, la température moyenne de la surface de la Terre, 20 degrés en moyenne. Rendu là, on est rendu à 1600 degrés. À cette chaleur-là, la roche est en fusion. Donc la Terre va être une grosse boule de magma. Et le Soleil, qui est une géante rouge, va continuer de grossir. Et à la fin, on pense que le diamètre de l'étoile va être aussi gros que l'orbite de la Terre. Qu'est-ce qui va arriver exactement à la Terre? Il y a 3 scénarios. Il se peut qu'à ce moment-là, la Terre continue à tourner, parce qu'oubliez pas, c'est une grosse masse, la Terre c'est une petite masse, les 2 masses s'attirent toujours. Il n'y a pas de raison pour laquelle la Terre va s'arrêter de tourner autour du Soleil, qui va devenir être très gros. Alors peut-être qu'il va continuer sur son orbite. À l'intérieur, il peut tourner à l'intérieur d'une grosse étoile qui est très diffuse à l'extrémité. Le gaz est très ténu. Alors il se peut que la Terre tourne à l'intérieur, pas très loin à l'intérieur. Il se peut qu'elle tourne légèrement à l'extérieur. Il se peut aussi qu'en cours de route, à cause de la chaleur, que la Terre se désintègre. C'est possible. Les scénarios ne sont pas assez précis pour nous dire exactement. Il se peut aussi que la planète soit expulsée du système solaire. N'oubliez pas que plus près du Soleil, il y a aussi Mercure, puis il y a aussi Vénus. Et quand le Soleil va grossir, ça va avoir un impact sur les orbites de toutes les planètes, y compris Vénus, Mercure. Et il se pourrait que ces planètes-là se rapprochent. Et quand les masses se rapprochent, surtout s'il y a une 3e masse comme la Terre, c'est comme jouer au billard. On peut frapper avec une boule, on en frappe 2, puis il y en a 2 qui restent ensemble, puis la 3e à part, elle, à l'autre bout du monde. Alors, qu'arrivera-t-il à la Terre? Aucune espèce d'idée. On verra. Hein? On va être bien au chaud, en tout cas. Prochaine conférence, c'est tout pour ce soir. 2 autres conférences cette année. Une en février sur la planète Saturne et ses satellites. Et pourquoi Saturne? Parce que cette année, il y avait une sonde autour de Saturne depuis une 15aine d'années, la sonde Cassini. Elle nous a appris beaucoup sur Saturne et son système. Et donc, je vais faire toute une conférence sur Saturne. On va parler de la planète, parler des anneaux, parler des principaux satellites et ce qu'on a appris des satellites. En avril, la dernière conférence de la saison, Pluton et les planètes naines. Encore une fois, en 2015, il y a 2 ans, il y a une sonde spatiale qui s'est rendue à Pluton. Et là, on a découvert plein de choses qu'on ne savait pas sur Pluton. Et Pluton est à l'autre bout du système solaire, appartient à un autre ensemble d'objets qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et à l'intérieur de cette ceinture-là, il y a d'autres planètes naines. On va parler des planètes naines.